l'hebdo politique. Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique. Vous êtes sur Radio Sensation Normandie, votre rendez-vous du dimanche soir. Je reçois Raphaël Chauvoy, il est conseiller régional de Normandie et conseiller municipal de Ouistreham. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Raphaël Chauvoy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né à Saint-James, dans la Manche, il y a presque 47 ans. Vous êtes marié, vous êtes papa de 3 enfants. Vous avez poursuivi vos études à Granville. Vous avez obtenu une licence d'ingénierie électrique à la fac de Caen. Ça vous a amené sur le chemin de l'enseignement. Ensuite, vous avez été professeur certifié de génie électrique. Vous montez les échelons pour devenir inspecteur de l'éducation nationale que vous êtes toujours aujourd'hui. Vous avez été maire adjoint de Ouistreham et premier secrétaire de la fédération PS du Calvados, vice-président du conseil régional en charge de l'économie et du tourisme. Et puis on peut le citer également, vous êtes chevalier dans l'Ordre national du mérite. On dresse votre portrait dans quelques instants. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Raphaël Chauvoy, une belle carte de visite, il manque rien ? Non, tout est parfait. Tout est parfaitement exact. D'accord. Première question, vous êtes fils d'agriculteur et pourtant on vous sent beaucoup plus proche du milieu maritime. Alors est-ce que c'est le fait d'être né dans la Manche ou de travailler près des plages du débarquement, etc. Vous êtes éloigné de la terre un peu ? Oh, je me suis éloigné de la terre à partir du moment où j'ai fait mes études supérieures, mais fils d'agriculteur que je suis, j'ai toujours gardé le goût de la terre et surtout des valeurs qui sont liées au métier d'agriculteur. Vous y revenez avec plaisir. Vous y revenez avec plaisir. Avec vraiment plaisir, avec beaucoup de plaisir, je reviens et j'adore ce métier d'agriculteur qui est un métier noble, mais un métier difficile. Et puis les hasards de la vie fait que je suis arrivé dans le Calvados, à Caen, et puis j'habite à Ouistreham-Rivabella, en bord de mer. Ok. On parle justement de Ouistreham, mais on ne peut pas ne parler de la Seconde Guerre mondiale, des plages du débarquement, lorsqu'on évoque Ouistreham. Et en tant qu'ancien délégué au suivi de l'organisation du 70e anniversaire du débarquement en Normandie, la question est comment vous envisagez l'avenir des prochaines commémorations sans les vétérans de ce conflit et même sans les témoins de cette époque. Je peux évoquer des gens que vous connaissez bien, comme Georgette et puis Léon Gauthier du commando Kieffer, bien connu donc à Ouistreham. Comment on va faire plus tard sans ces vétérans et sans ces témoins justement de ce conflit ? Vous l'avez dit, j'étais très impliqué et j'étais dans l'organisation des festivités du 70e anniversaire, je précise, de la bataille de Normandie, parce que c'était un souhait d'associer l'ensemble des 3 départements. La bataille de Normandie a duré 100 jours, se termine le 25 août dans la poche de Chambois, à poche de Falaise, et 3 jours après, Paris est libéré. C'est-à-dire que c'est la paix qui est arrivée en Europe par la Normandie. Et ce sont ces valeurs qui doivent être portées, les valeurs de paix, de liberté. Alors, c'est vrai, vous l'avez dit, on avait la chance d'avoir encore des témoins, des grands témoins, des vétérans. Il en reste chez mon ami Léon Gauthier, qui est vétéran du commando Kieffer. Je déjeunais encore avec lui la semaine dernière. 96 ans, il se porte très bien, il conduit toujours. Et il sera évidemment présent pour les festivités du 75e. Alors, on ne peut pas, à l'occasion d'un anniversaire 75e, avoir des manifestations d'une telle ampleur que celle du 70e, qui furent remarquables. L'État est en charge de l'organisation des grandes cérémonies. Pour l'instant, l'État, à ma connaissance, se consacre aux festivités du 100e, de la fin de la guerre 14-18, donc 100e de 1918. Et a priori, il n'y aura pas de grandes manifestations internationales. Mais il y aura des commémorations, évidemment, sur l'ensemble du territoire. Et le conseil régional sera en appui des communes pour qu'il y ait une vraie appropriation populaire. C'est ce que nous avons voulu au 70e. C'est-à-dire qu'il faut que chaque Normand, je dirais normand, mais aussi normand, puisque cela concerne les 5 départements, eh bien, soit associés et se disent, moi, je suis normand et je vis sur une terre de liberté. De liberté. Vous avez également, ça c'est pour faire la passerelle, participé au travail de la commission de classement des plages du débarquement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc vous étiez au début en fait de la conception de ce dossier. Comment il avance justement ce dossier-là? Où est-ce qu'on en est là? C'est un sujet d'abord extrêmement passionnant, extrêmement important. Effectivement, j'ai travaillé avec le président Laurent Beauvais au montage des dossiers, un dossier qui a déjà été
monté depuis René Garrec, le conseiller régional, travaille sur ce dossier. C'est un long chemin. Et ce dossier est maintenant entre les mains du gouvernement français, puisque le gouvernement français s'est approprié, et c'est au gouvernement français maintenant de porter auprès du comité des biens à l'UNESCO pour obtenir le classement. Parallèlement à cela, il y a une démarche que nous avions commencée, qui est reprise par le conseil régional pour faire en sorte que les communes, encore une fois, s'approprient ce concept. C'est très important, le classement des plages, parce que d'un point de vue, par exemple, touristique, on sait que c'est 20-25% de part de fréquentation en plus, ce qui est très important pour le territoire. Et puis c'est surtout la reconnaissance de ce que je disais, c'est-à-dire des valeurs, parce qu'on ne classe pas les plages, on ne classe pas le lieu de guerre, on classe les valeurs de liberté, de la liberté qui arrive par la mer, sur les plages, pour libérer la Normandie et libérer l'Europe du joug nazi. Donc un dossier qui avance bien. Oui. Ouais. Il y a eu une réunion à Bahreïn. Il semble qu'il y ait encore des discussions. On va voir. Parce qu'on n'est pas les seuls, ça. Et effectivement, il y a plusieurs sites. Il y a une concurrence. La présidente de l'UNESCO est française, c'est Madame Azoulay. Il y a des tractations, des conflits entre les pays émergents qui veulent classer des sites. C'est quelque chose d'assez lourd à porter, mais moi je suis confiant et surtout c'est très important. Au-delà des enjeux politiques, on doit tous être assemblés pour que les plages soient classées. Raphaël Chauvoy, justement, la politique, on y revient. Administrateur du syndicat mixte Port Normand Associés, propriétaire entre autres des ports de Caen et de Cherbourg. Comment vous jugez actuellement, on en parle beaucoup, notamment avec le Brexit, Hervé Morin est monté au créneau, etc. Est-ce que la politique régionale est suffisante pour que les ports normands puissent exister au niveau international pour le moment? C'est un vrai sujet. D'abord, on connaît la politique d'Hervé Morin, qui est souvent basée sur la communication. Beaucoup de déclarations. Sur ce sujet des ports, je dois reconnaître qu'il a envie de regrouper le syndicat PNA et puis le syndicat mixte de Dieppe pour créer une vraie force, des ports qui doivent peser sur l'arc de la Manche et aussi l'ensemble des côtes françaises. Et donc, il faut les regrouper. Port de Cherbourg, port de Caen-Ouistreham, port de Dieppe. Et puis, vous l'avez dit, il y aura le Brexit. Et on peut être inquiet si il y a un Brexit dur, le no deal. Parce qu'il faudra mettre en place des barrières douanières. Et par exemple, sur le port de Ouistreham, que évidemment je connais bien, il faudra créer des bâtiments, monter des bâtiments rapidement pour que des vétérinaires puissent contrôler l'état sanitaire des animaux, pour qu'il y ait ce qu'on appelle une barrière douanière, que l'on dédouane les produits, qu'on ouvre chaque camion et on a peur que cela ralentisse le trafic, sachant que la Brittany Ferry a des rotations, 3 rotations, et doit rester simplement 1 heure à quai à Ouistreham. Donc il y a un vrai sujet. On a du mal à s'imaginer cela lorsqu'on n'est pas vraiment technicien de la chose. Est-ce que les Anglais nous apportent beaucoup de choses de leur pays? Est-ce qu'on est vraiment un consommateur des produits britanniques? Peut-être pas, ils nous apportent un peu de culture, ils nous apportent des touristes, c'est-à-dire qu'ils consomment, et ça c'est important. Ouistreham, c'est 1 million de passagers. C'est le 2e lieu de passage après le Détroit, après Calais, donc 3 rotations, la Brittany Ferry, 1 million de passagers par an, et puis surtout du fret dans les deux sens, et l'enjeu économique est extrêmement important. On va revenir sur la politique caennaise. Vous avez siégé au sein des commissions littorales tourisme au sein de l'agglo de Caen, ainsi qu'à la commission culture et sport. Quel regard vous avez sur le travail actuellement sur ces deux justement compétences, le travail de Joël Bruno sur le territoire de Caen, la culture, le tourisme, le littoral? Joël Bruno est maire de Caen, président de la communauté d'agglomération Caen-la-Mer. C'est un élu de terrain. C'est un élu qui ne s'occupe pas vraiment des enjeux de la politique nationale, mais qui est très présent sur le terrain. Il faut reconnaître cela. Et donc, il a envie de développer Caen-la-Mer, notamment sur le tourisme, puisque la compétence tourisme a été transférée à la communauté urbaine. Il y a maintenant un office intercommunal. Par exemple, dans ma commune, l'office du tourisme a été transféré, les locaux, mais aussi le personnel. Et là encore, on a
du fait du regroupement, une force de frappe, si je puis dire, qui est plus importante, qui permet d'aller dans les salons et de promouvoir le territoire, que ce soit sur la thématique de l'histoire, avec le château de Caen, politique médiévale, enfin tourisme médiéval, ou que ce soit sur le tourisme balnéaire, avec la Côte de Nacre. Vous êtes à l'origine de la création de l'association Rassembler Ouistreham, qui a jugé que, entre autres, que l'image de votre ville était dégradée, que son avenir était jugé inquiétant. On en est où aujourd'hui justement de ce mouvement? Est-ce que ça a pris? Oui, c'est une association qui se développe. Rassembler Ouistreham est une association qui regroupe des personnes qui souhaitent réfléchir sur l'avenir de la commune. Sans couleur politique? Sans couleur politique. Nous avions un slogan qui datait d'avant la présidentielle, qui était ni de droite ni de gauche. Nous avons un autre slogan, c'est tous rassemblés, juste Ouistrehamais. Et notre idée est d'abord de faire découvrir la ville. Et donc nous organisons des visites d'entreprises. Et hier encore, nous avons visité une entreprise tout à fait intéressante avec 15 ingénieurs qui développent des produits. Les Ouistrehamais ne connaissent pas forcément ce type d'entreprise. On visite la Brittany Ferry, on visite le port, et notre association qui avait encore 50 adhérents il y a 6 mois, là, reçoit pas mal d'adhésions. Et c'est cette volonté à la fois de construire un projet alternatif, mais surtout, c'est une forme de démocratie participative. C'est-à-dire qu'on a envie de laisser la parole aux Ouistrehamais pour dire expliquez-nous quelle est votre vision ou quelle ville vous voulez pour dans les 10 ou 15 années à venir. D'accord. Donc effectivement, le slogan ni de droite ni de gauche, ça ne veut pas dire que Rassembler Ouistreham est en marche. Non, ça n'a rien à voir. C'est politique locale. Je crois qu'il faut faire la différence, et je le fais vraiment, entre les enjeux nationaux et les enjeux locaux. Vous savez, les Ouistrehamais, ils veulent des élus, ou ils veulent un élu qui soit engagé et qui réponde aux attentes du quotidien et de la proximité. Alors développer le tissu économique local, permettre à chacun de s'épanouir dans une cité dynamique et chaleureuse. Vu d'ici, admettons de notre point de vue de Bernay, on ne juge pas aussi sévèrement Ouistreham, qui reste pour beaucoup de Normands une cité accueillante et agréable, surtout l'été. Est-ce qu'il y a une fausse image d'Épinal? Est-ce que c'est plus grave que ça? Est-ce que Ouistreham est vraiment une ville qui a besoin d'un second souffle? Oui, il y a eu beaucoup de médiatisation négative autour de Ouistreham. Je pourrais y revenir, autour essentiellement de 3 phénomènes. Et puis, il y a eu la mise en place des parkings payants. Et les parkings payants ont fait fuir les touristes qui venaient, notamment de Caen, qui consommaient et qui ne veulent plus payer pour aller à la plage. Les parkings payants doivent être arrêtés parce que permet plus aux restaurateurs, aux commerçants de vivre comme ils le faisaient avant. Très bien. Raphaël Chauvois, vous ne bougez pas, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. La suite de l'hebdo politique avec Raphaël Chauvois, conseiller régional de Normandie et conseiller municipal à Ouistreham. Question jeunesse et peut-être problème de l'emploi. Est-ce que les jeunes s'en vont de Ouistreham? Ouistreham, c'est une station balnéaire. Il y a beaucoup de retraités. Les jeunes vont faire leurs études à Caen, qui est la ville située à 10 km. Ouais. Donc c'est plutôt une ville à la fois résidentielle et à la fois touristique. Donc les jeunes ont du mal à rester? Oui, parce que les loyers sont assez chers, le terrain est assez cher, et donc en général les jeunes quittent, mais ont toujours envie de revenir, et quand souvent ils ont une situation qui le permet, essaient de racheter et de vivre en bord de mer, parce que Ouistreham, c'est à la fois un bourg historique, c'est à la fois un port de pêche avec le poisson qui est vendu tous les jours à la débarque, et puis une plage de 30 hectares, la grande plage de Rivabella. C'est une ville chère alors, Ouistreham? C'est une ville où effectivement les loyers sont un peu chers et où le terrain à construire est un peu cher, mais là encore, il faut développer une politique. Il faut garder le standing, c'est ça? Il faut garder à la fois le standing, mais aussi il faut avoir une politique d'urbanisme qui permet à tous d'accéder, et notamment par une politique de construction avec l'accession à la propriété, mais aussi des logements sociaux qui doivent être construits. La culture, vous y tenez également une importance. L'offre culturelle, notamment vers la jeune génération, selon vous, passe par des engagements individuels, associatifs, quelques soutiens financiers, on en a tous besoin, et beaucoup de considération. Ça n'a pas l'air d'être le cas actuellement à Ouistreham? Oui, depuis la rentrée, il y a une association qui s'est créée qui s'appelle la SCORB, l'association pour sauver la culture à Ouistreham Rivabella.
association apolitique, qui a fait le constat que l'école de musique, par exemple, a eu 35 000 € de budget en moins sur les 350 000. Il y a eu la suppression de cours, de chœurs, de tuba. Il y a des cours de piano pour les adultes qui n'existent plus. Et donc une politique différente de celle qu'il faut mener. Normalement, il y a des inscriptions à l'école de musique et après on doit mettre les moyens pour permettre à chacun d'accéder à la formation musicale, qu'on soit jeune ou adulte. C'est ce qu'on appelle la culture pour tous. Et moi, j'y suis très attaché. Ce n'est plus le cas à Ouistreham. Il y avait une fanfare municipale, elle n'existe plus, faute de subventions. Il y a une harmonie municipale qui, pour l'instant, est en survie jusqu'au mois de décembre. Et tout ça fait qu'il y a une politique culturelle qui n'est plus celle qui était avant et celle qui devrait y avoir dans une ville de 10 000 habitants. Et pour ne pas gâcher le portrait justement de Ouistreham, l'absence de celle-ci au sein de l'exécutif de la communauté d'agglo, ça fait un peu tâche, non, de voir que Ouistreham n'est plus à Caen-la-Mer? Eh oui, je vous ai dit, l'image dégradée de Ouistreham, ça passe aussi par cela, les affaires, les ennuis judiciaires du maire, puisque vous savez certainement que le maire a été condamné en première instance dans une affaire, à 12 mois de prison avec sursis. Il a fait appel, il est donc innocent jusqu'à l'appel. Il y aura un deuxième jugement, mais voilà, les conséquences ont été immédiates pour lui, puisque, alors que c'est la même couleur politique, Joël Bruno, le président de Caen-la-Mer et les élus de Caen-la-Mer ont souhaité retirer immédiatement la délégation au maire de Ouistreham, qui n'est plus vice-président de Caen-la-Mer en charge du tourisme, alors que la station balnéaire de Caen-la-Mer, c'est Ouistreham. Parce que vous savez, Caen-la-Mer sans la mer, ce n'est plus Caen-la-Mer. Tout à fait. On va parler des choses qui tournent un peu mieux, notamment avec des travaux qui sont envisagés sur le port, les travaux d'embectage. Alors, c'est quoi l'embectage? L'embectage, ce sont des travaux qui vont être réalisés pour permettre à des navires de rentrer dans les écluses, plus exactement de plus grands navires. C'est dans le cadre de la dynamisation du port de Caen-Ouistreham. Ça commence là, cet automne? Oui, cet automne. Les travaux commencent cet automne. 10 millions d'euros réalisés par Port Normand Associés, donc portés par la région et le département du Calvados, entre autres. Et ces travaux vont permettre à des navires un peu plus importants de rentrer dans la grande écluse et permettre notamment le trafic en ce qui concerne le commerce du bois, le commerce du blé, pour accéder aux silos sur le port de Caen-Ouistreham. Donc c'est très important pour la pérennité du port. Aussi important que la reconnaissance que vous demandez, vous aussi, que Ouistreham soit un véritable pôle nautique, port de plaisance, d'envergure internationale, et pas seulement des fois ce que les détracteurs pourraient appeler un semi-port de commerce, quoi. Il faut maintenant laisser un peu plus de place au nautisme et à la plaisance. Oui, Ouistreham, je l'ai dit, c'est plusieurs pôles. Sur le port, on peut dissocier deux activités. L'activité dite commerciale, je l'ai détaillée tout à l'heure, et Port Normand Associé fait en sorte que des travaux soient faits pour qu'il y ait une nouvelle dynamique. Et puis, port de plaisance, il y a un port de 550 anneaux. Il y a eu, je dirais, le boom il y a 10-15 ans du nautisme où il y avait une demande beaucoup plus importante. Quand la mer réfléchit actuellement pour essayer de développer le port de plaisance, une étude est en cours, il faut voir, parce que il y a un phénomène de société. Il y a beaucoup de plaisanciers qui maintenant ont 60-70 ans, puisque ce sont des gens qui ont commencé la plaisance dans les années 70. Les plaisanciers du dimanche. Voilà, et donc qui ont leur bateau et qui parfois n'ont pas un enfant pour reprendre. Et donc les anneaux, il n'y a plus une telle pression sur une telle demande pour les anneaux, donc il faut faire une étude. La Brittany Ferries, on en parle, si on parle de Ouistreham, on est obligé de parler du trafic transmanche. Fut un temps un peu malade, voire menacé. Maintenant, la confiance a l'air d'être revenue dans l'attractivité, notamment de la ligne Ouistreham-Portsmouth. 3 départs par jour, est-ce que ça reste friable malgré tout? Oui, c'est toujours une activité sur laquelle il faut être vigilant. Donc la Brittany Ferries a décidé d'investir dans un nouveau navire qui s'appelle le Honfleur, qui est actuellement en construction, qui circulera, qui flottera et qui sera avec du gaz liquide, et alors que les autres sont au fioul lourd. Et je pense que c'est important pour la ligne. Cependant, le port de Ouistreham, il ne faut pas le cacher, connaît un problème avec les migrants qui sont ici depuis à peu près 1 an et demi. Lorsqu'on parle de Ouistreham dans les médias et les chaînes d'infos
qui tourne en boucle, c'est toujours ça. Ouistreham, les migrants. Et oui, sur le port, Ouistreham, il y a plusieurs facettes. Il y a le port, les migrants, et puis d'autres facettes comme la plage et le tourisme balnéaire. Mais sur le port, effectivement, c'est quoi les le problème? migrants C'est sont là. des Africains qui vont en Angleterre? Ce sont essentiellement des Soudanais. Ils sont actuellement 250 en permanence. D'abord, c'est un drame humanitaire, c'est ce qu'il faut dire. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'État propose des solutions d'hébergement, notamment pour les mineurs, et le conseil départemental propose des solutions pour les mineurs. Mais ces jeunes qui ont traversé la Libye, dans la plupart des cas, qui ont traversé la Méditerranée, qui arrivent ici, ne comprennent pas ça, parce qu'ils pensent qu'ils doivent et qu'ils peuvent aller en Angleterre, parce que souvent ils ont de la famille. Et c'est vraiment un drame humanitaire. Il y a des associations sur le territoire qui font un travail remarquable, les Restos du Cœur, et puis d'autres collectifs qui apportent de la nourriture chaque jour. C'est vraiment un drame humain, et c'est un sujet qui est assez difficile à traiter. Des choses également qu'on pourrait ouvrir sur un peu plus de lumière, et des choses qui vont nous parler d'avenir, Ouistreham, donc le port, et aussi des perspectives d'avenir avec les éoliennes. On parlait beaucoup de ces fameuses éoliennes en mer, notamment au large de Courseulles, idem pour Ouistreham. Paraît-il, en aparté, avant de préparer cette émission, vous me disiez que c'était maintenant sur les rails. Qu'est-ce qu'il en est de ce projet de base de maintenance de fabrication d'éoliennes en mer à Ouistreham? Ça va se faire ou pas? Oui, d'abord, ce n'est pas un centre de fabrication, c'est un centre opérationnel de maintenance. C'est-à-dire qu'il y aura le parc éolien offshore au large de Courseulles, et la société d'exploitation va construire sur le port de Ouistreham un local, un centre de maintenance avec des pontons permettant à des bateaux de partir en H24, n'importe quel moment de l'année, n'importe quelle heure, pourront partir pour aller réparer les éoliennes qui seront en défaut. Pour cela, PNA va investir encore, va gagner 2 hectares sur la mer, en élargissant le môle sur le port de Ouistreham, pour permettre la construction de ce centre opérationnel de maintenance. Les éoliennes sont à combien du rivage? Alors, les éoliennes sont... Ouistreham est dans la zone des 20 km des éoliennes, et seront au large de Courseulles-sur-Mer. Donc il n'y a plus de recours, il n'y a plus rien? Il y a eu beaucoup de recours d'associations. Les recours sont maintenant purgés. Il doit en rester 1 ou 2. Et puis maintenant, nous sommes dans une phase d'études approfondies, et on espère que les travaux commenceront en 2020-2021. Alors nous qui sommes dans un territoire un peu plus rural, on suit les choses maritimes d'un peu plus loin, mais on a eu des échos, notamment avec une petite guerre des nerfs entre la région Hervé Morin et le gouvernement, sur le fameux dossier de la fabrication de ces éoliennes, notamment à Cherbourg, où ce projet serait arrêté. S'il n'y a pas de création et de fabrication d'éoliennes, il ne peut pas y en avoir en mer. Si, il y a les éoliennes... Est-ce qu'elles vont vraiment être construites à Cherbourg? Alors, on verra. Il y a un opérateur qui a obtenu le lot de Courseulles-sur-Mer, qui implantera des éoliennes. Je ne sais pas où elles seront construites, probablement à Cherbourg. Le problème de Cherbourg, et notamment avec Open Hydro, vous savez que la société a été liquidée récemment, c'était aussi la question de l'hydrolien en mer, avec la perspective de développer une nouvelle technologie. Ça ne se fait pas. Il y a le parc éolien, c'est un autre sujet. D'accord. Juste avant de se séparer, on a parlé aussi beaucoup du débarquement, du devoir de mémoire, etc. On parlait de la création d'un musée à Ouistreham. Pourtant, je pensais que le musée du Commando numéro 4 était toujours viable. Est-ce qu'on crée un musée pour remplacer un autre, ou c'était quoi ce projet? Non, le musée numéro 4 Commando est le musée de mon ami Léon Gauthier, avec une collection historique, authentique. Commando Kieffer. Commando Kieffer, les 177 hommes du Commando Kieffer qui ont libéré Ouistreham le 6 juin au matin. Les Ouistrehamais, ils sont tout à fait attachés. Et puis le projet du maire actuel qui a été de construire un musée franco-britannique. Mais c'est dans ce cadre-là et dans le cadre des études qu'il a été condamné pour faux usage de faux à 12 mois de prison avec sursis. Encore une fois, il fait appel. Donc il est présumé innocent jusqu'à l'appel. Mais on voit bien que déjà en première instance... les juges se sont prononcés. Donc il n'y a pas de nouveau musée? Pour l'instant, je ne vois pas. Tout est arrêté. Le préfet a fait un recours pour l'instruction de ce projet. Et donc, le tribunal administratif a arrêté toutes les décisions municipales concernant ce projet de musée qui, selon toute évidence,
ne se fera pas. Projet qui a déjà coûté 1 million d'euros à la ville de Ouistreham. 1 million d'euros pour rien. Et qui n'est pas fait, d'accord. Et qui ne se fera Juste pas. avant de se quitter, Raphaël Chauvoy, un hobby, une passion en dehors de la vie politique et de votre profession journalière? Est-ce que vous avez du temps? Oui, j'aime bien la lecture. On a commencé par le fait que mes parents étaient agriculteurs. J'adore le jardinage et je me plais dans mon jardin, culture d'hiver, culture d'été, et je donne beaucoup de légumes parce que je cultive pas seulement pour moi, mais c'est ma passion et ça me permet de, comme on dit, de se vider la tête, et j'adore, je me ressource. Vous faites du bio? Non. Je fais du bio, tout à fait, je fais du bio sans traitement, voilà, avec peu de permaculture, là, me fait rire un peu ma femme et mes enfants. Ok. Mais moi, ça me détend. Merci Raphaël Chauvoy d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez, on vous le rappelle, retrouver cet hebdo politique en podcast son et vidéo sur notre site internet, le www.radiosensation.fr. Bonsoir. Bonsoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.